paisible ville de l'État de Washington devient le théâtre d'une série de meurtres violents. Tous les indices laissent croire qu'ils ont été commis par un tueur en série. Pendant que les détectives tentent d'identifier un suspect, on découvre d'autres corps. Au Michigan, la femme enceinte d'un jeune avocat prometteur est trouvée morte dans leur maison. Bien que tout semble indiquer qu'il s'agit d'une mort accidentelle, les policiers ont des soupçons. Ce sont les experts en criminalistique qui pourront faire la lumière sur cette affaire. Résoudre l'enquête entourant un homicide requiert une équipe d'experts dont le travail est souvent méconnu. Grâce aux auteurs d'histoires de crimes, nous pouvons toutefois aborder le monde de la criminalistique dont la réalité dépasse presque toujours la fiction. Bellevue, dans l'État de Washington, est située à l'est de la ville de Seattle. Cette localité prospère compte 100 000 habitants. Au cours de l'été 1990, on commença à trouver des cadavres de jeunes femmes un peu partout dans la ville. Le samedi 23 juin, la police de Bellevue reçut un appel désespéré. L'employé d'un restaurant avait trébuché sur le corps inerte d'une jeune femme. Les policiers se rendirent sur les lieux. Ils y trouvèrent la victime parmi des sacs à ordures près d'une benne derrière le restaurant. Elle ne portait qu'un collier au cou. Le meurtrier avait placé les mains et les jambes de la victime comme si elle reposait dans un cercueil. Une pomme de pin était placée dans ses mains. Il était évident que le corps avait été mis dans cette position par le meurtrier. Les techniciens parvinrent à trouver un cheveu noir près du corps de la femme, mais aucun autre indice sur son identité ou celle de son meurtrier. Le détective Marvin Skeen de Bellevue fut assigné à ce cas. Il craignait d'avoir du mal à résoudre cette enquête. Sur la plupart des scènes de crime, nous savons qui est la victime. Mais dans ce cas-ci, nous n'avions pas la moindre idée de son identité. Nous n'avions pas trouvé de vêtements non plus, ce qui nous aurait permis d'en donner la description au public en lui demandant son aide. Le médecin légiste conclut que la femme, vraisemblablement âgée entre 25 et 35 ans, était morte par strangulation. Elle avait également été sauvagement battue et violée. En plus de recueillir des fluides biologiques, on préleva des dizaines de fibres accrochées au corps de la victime. Les détectives firent parvenir ces minces indices au laboratoire judiciaire de la patrouille de Washington à Tacoma, une ville voisine. Après avoir examiné les fibres au microscope, les scientifiques ne purent conclure qu'une chose, elles provenaient de la moquette d'une maison ou d'une voiture. Ensuite, ils analysèrent le cheveu noir recueilli sur la scène du crime. Peut-être recelait-il des indices sur l'identité du meurtrier. Voici l'expert judiciaire Terry McAdam. On peut examiner la pigmentation d'un cheveu pour déterminer son origine raciale. À partir de la couleur du cheveu, sa texture et sa forme, McAdam conclut qu'il provenait d'un homme de race noire. Mais comme il avait été trouvé parmi des ordures, il était impossible de savoir s'il était relié au crime. Le meilleur moyen de retrouver la trace du meurtrier était d'abord d'identifier la victime.
Malheureusement, aucun des dossiers de personnes portées disparues à Bellevue ne lui correspondait. Peu de temps après, les enquêteurs eurent leur premier coup de chance. Dans une ville voisine, une femme avait signalé la disparition de sa colocataire. Elle put l'identifier en examinant des photos de la victime prises lors de l'autopsie. Il s'agissait de Mary Ann Polreich, 27 ans, son amie. Elle l'avait vue pour la dernière fois 3 jours plus tôt, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour la soirée. Mary Ann lui avait d'ailleurs emprunté son collier. Sa description correspondait au collier que la victime portait. Le vendredi soir, Mary Ann avait pour habitude de se rendre à un bar à quelques pâtés de maison de l'endroit où l'on avait trouvé son corps. La colocataire de Mary Ann nous a appris que cette dernière adorait sortir. Elle aimait danser et se rendait fréquemment dans les boîtes de nuit du coin. C'était son loisir préféré. Ses collègues de travail et son employeur nous ont également appris que Mary Ann était un bourreau de travail. Selon sa colocataire, elle n'était pas du genre à partir avec un inconnu, quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pour donner suite à la déposition de l'ami de la victime, les policiers se rendirent au bar où Mary Ann passait ses vendredis soirs. Le gérant la connaissait bien et déclara l'avoir vue le soir précédant la découverte de son corps. Il n'avait pas vu avec qui Mary Ann était, mais il avait remarqué qu'elle était partie précipitamment. Elle avait même oublié son pull et son sac à main. Les enquêteurs recueillirent ses effets personnels en espérant y trouver des indices. Malheureusement, ils ne trouvèrent rien d'intéressant. La liste de dossiers des détectives était sur le point de s'allonger de nouveau. Le 9 août 1990, on dépêcha des policiers à la maison de Carol Bithie. Son ex-mari, Paul, avait reçu un appel de leurs 2 enfants plus tôt le jour même. Ces derniers lui avaient dit que leur mère s'était enfermée dans sa chambre et qu'elle refusait d'en sortir. Quand Paul arriva à la maison, il trouva son ex-femme de 36 ans, Carol, morte dans sa chambre. À première vue, elle semblait s'être tiré une balle dans la tête. Les policiers entrèrent dans la chambre et constatèrent toutefois rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Même si un fusil de chasse reposait près de la victime, il n'avait pas été utilisé. Le tueur avait plutôt placé le corps de sa victime d'une façon théâtrale et s'était servi de l'arme comme accessoire. Carol Bithie avait été violée et battue à mort. Il n'y avait toutefois aucune trace de sperme. Les techniciens recueillirent quelques cheveux noirs sur les draps. Les membres de la famille de la victime déclarèrent plus tard qu'une de ses bagues reçues en héritage avait disparu. Le vol ne semblait cependant pas avoir été le mobile du crime. Pour le détective Dale Foote du service des homicides de Bellevue, les ressemblances entre les cas de Mary Ann Polreich et Carol Bithie étaient trop importantes pour qu'il s'agisse d'une pure coïncidence. Bellevue est une petite ville de banlieue paisible et on ne rencontre pas souvent des cas d'homicide. Par conséquent, ces 2 cas de femmes retrouvées nues nous poussaient à nous interroger énormément. Pourquoi étions-nous aux prises avec ces 2 cas semblables ? Y avait-il un lien entre les victimes ? Se connaissaient-elles ? Avaient-elles des amis communs ? Travaillaient-elles ensemble ? Fréquentaient-elles les mêmes boîtes de nuit ? Nous n'en avions pas la moindre idée. Nous devions répondre à ces questions au plus vite. Pour tenter d'en savoir plus, la police envoya au labo les cheveux trouvés chez Carol Bithie pour les faire analyser. En les comparant à celui trouvé sur la scène du crime de Mary Ann Polreich, les experts s'aperçurent qu'ils provenaient de la même personne.
Un tueur en série semblait sévir à Bellevue. Pour trouver d'autres liens entre les deux victimes, les enquêteurs interrogèrent les collègues de travail de Carol Bethea au restaurant où elle était serveuse. Les amis de Carol ne pouvaient imaginer que quelqu'un s'en soit pris à elle. Peter et Carol étaient divorcés, mais ils avaient gardé d'excellentes relations. Les deux fillettes de Carol l'adoraient et lui témoignaient sans cesse leur affection. Même s'il lui arrivait de fréquenter des boîtes de nuit, les policiers furent incapables d'établir un lien entre elle et Marianne Polreich. Ces deux enquêtes non résolues firent rapidement la manchette. Elles attirèrent bientôt l'attention de Jack Olson, un auteur d'expérience en matière d'histoire de crime. Pour ce dernier, qui a une dizaine d'ouvrages à son actif, cette histoire était trop étrange pour être ignorée. Je crois que ce qui rendait cette affaire unique, c'était les poses dans lesquelles le meurtrier laissait ses victimes. C'est quelque chose qu'on voit très rarement. Cela signifiait qu'il méprisait énormément les femmes. Les policiers de Bellevue se disaient que cette haine ne s'en irait pas spontanément. S'ils ne parvenaient pas à identifier le suspect rapidement, ils retrouveraient sans doute bientôt d'autres victimes. Les policiers de Bellevue, dans l'État de Washington, tentaient de résoudre les cas de viol et de meurtre de deux jeunes femmes. Le corps de Marianne Polreich et celui de Carol Bethea avaient été découverts à moins de 2 mois d'intervalle. Les deux victimes avaient été sauvagement battues et violées, et leurs corps avaient été placés de façon théâtrale. Les enquêteurs avaient donc toutes les raisons de croire qu'elles étaient tombées dans le piège d'un prédateur. Mais jusque-là, ils n'avaient toujours aucune idée de qui il s'agissait, ni de l'endroit où ils frapperaient la prochaine fois. Le 3 septembre 1990, la police de King County, une localité voisine, reçut un appel au service d'urgence. Le corps de Randy Levine, âgé de 24 ans, avait été trouvé par le propriétaire de son appartement. Après l'avoir sauvagement battu, le meurtrier avait placé son corps nu dans le lit, dans une pose suggestive. Les techniciens trouvèrent un unique cheveu noir près du corps de la victime. Le seul objet qui avait disparu de la pièce était une bague ancienne. Lors de l'autopsie, le médecin légiste détermina que la mort de Randy Levine avait été infligée par des coups à la tête à l'aide d'un objet contondant. Bien qu'elle ait été violée, on ne trouva aucune trace de sperme. Le médecin légiste releva toutefois des blessures, ce qui indiquait qu'elle avait été torturée. De fait, il y avait 283 petites piqûres un peu partout sur son corps. En examinant le dessin créé par ces piqûres, on s'aperçut que le meurtrier s'était livré à une partie de tic-tac-toe. L'absurdité de ces homicides poussa l'auteur Jack Olson à chercher des réponses. Pourquoi ces femmes en particulier avaient été ciblées par le meurtrier? Il fut incapable de trouver une explication sensée à cette question. C'était des femmes bien, de jeunes femmes qui se comportaient exactement comme doivent se comporter des jeunes femmes de 20, 30 ou 35 ans. Elles avaient un emploi et elles étaient responsables. Sans doute leur arrivait-il à l'occasion de fréquenter des boîtes de nuit, mais elles n'en demeuraient pas moins de jeunes femmes respectables. Alors que les recherches pour trouver le tueur en série s'intensifiaient, un des agents secrets de la police de Seattle eut l'intuition qu'il tenait une piste solide.
Quelques jours après l'homicide de Randy Levine à King County, un certain George Waterfield Russell fut arrêté à proximité de la maison de la victime parce qu'il se faisait passer pour un policier. Selon le dossier, lorsqu'on avait demandé à cet homme de 32 ans de se ranger au bord de la rue suite à une infraction au code de la route, le policier l'avait vu cacher quelque chose sous son auto. Russell commença par s'identifier comme étant un policier en civil, avant de se raviser. Intrigué, le patrouilleur fouilla sa voiture. Il y trouva un balayeur d'ondes de la police, un couteau de chasse et 2 pièces d'identité. Il trouva également un revolver armé sous le véhicule. Une vérification du numéro de série de l'arme lui permit de découvrir qu'elle avait été volée depuis peu. Russell fut mis en état d'arrestation pour avoir fait croire qu'il était un représentant des forces de l'ordre et pour recel d'armes. En vérifiant ses antécédents, les policiers découvrirent qu'il avait un lourd passé criminel, notamment plusieurs agressions sexuelles et des cambriolages. La plupart du temps, George Russell volait des bijoux. En fouillant encore dans son passé, les détectives apprirent que Russell fréquentait régulièrement des boîtes de nuit de Bellevue et qu'il avait déjà une réputation de séducteur. On l'interrogea à propos des meurtres. Russell déclara ne pas connaître Carol Bithie ni Randy Levine. Il reconnut toutefois avoir rencontré Mary Ann Polreich. De fait, il l'avait vue dans un bar le soir précédant son assassinat. Mais il ajouta qu'il ne lui avait pas parlé. Les policiers, qui se rappelaient avoir trouvé des fibres sur le corps de Polreich, lui demandèrent la permission de fouiller sa voiture. Russell leur répondit qu'il avait emprunté le pick-up d'un ami ce soir-là. Il semblait disposé à coopérer et il leur donna l'adresse de cet ami. L'homme en question confirma avoir prêté son pick-up à Russell quelques mois plus tôt. Il ajouta que lorsque Russell le lui avait rendu le lendemain, il y avait de grosses taches sur les sièges. Il l'avait donc nettoyé à fond plus tard au cours de la même journée. Sous la moquette, les techniciens remarquèrent une tache suspecte. Cela semblait être du sang. Si c'était le cas, il était malheureusement trop dégradé pour subir une analyse complète. Les experts recueillirent ensuite des échantillons de fibres de la moquette du véhicule. Au laboratoire judiciaire de l'État de Washington, des analystes comparèrent ces fibres à celles recueillies sur le corps de Mary Ann Polreich. Même si les fibres concordaient entre elles, ce n'était pas suffisant pour faire inculper quelqu'un. Cette découverte était cependant assez importante pour permettre aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition de l'appartement du suspect. Ils y trouvèrent un sac de sport rempli de bouts de papier où étaient notés des noms de femmes et leurs numéros de téléphone. La police téléphona à ces femmes. La plupart affirmèrent connaître très bien George Russell. Elles ignoraient que ce dernier avait leur numéro de téléphone, mais ne semblèrent pas se sentir menacées en l'apprenant. Russell leur avait laissé entendre qu'il était un policier en civil. Voici le détective Dale Foote. Elle nous répétait sans cesse les mêmes histoires, à savoir que George travaillait pour la police en tant qu'agent secret et ce genre de choses. George était un jeune homme articulé et il avait beaucoup de charme. De nombreuses personnes l'ont cru. L'une des femmes semblait toutefois plus méfiante à l'égard de George Russell. Elle avait une histoire intéressante à raconter à la police. Elle déclara qu'il lui avait donné depuis peu une bague ancienne. C'était sa façon à lui de s'excuser de lui avoir fait faux bond lors d'un rendez-vous la semaine précédente. Peu de temps après,
elle avait appris que Russell était soupçonné d'avoir commis les meurtres. Quand elle a entendu dire que George était peut-être impliqué dans ces homicides, elle s'est mise à avoir peur. Elle a donné la bague à un de ses amis qui quittait la ville pour la Floride. Il est parti avec le bijou. En arrivant là-bas, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, il s'est rendu chez un prêteur sur gage et l'a laissé en consignation. Heureusement, la bague était toujours là quand nous avons appelé. Les enquêteurs confirmèrent qu'il s'agissait bien de la bague volée dans la chambre de Randy Levine au moment de son meurtre. Convaincus d'avoir mis la main au collet du tueur en série, ils tentèrent ensuite de trouver des liens entre le suspect et le meurtre de Mary Ann Polreich. Ils en profitèrent pour avoir recours à une technique judiciaire qui n'en était alors qu'à ses premiers balbutiements, l'analyse d'ADN. Le temps mis à faire toutes les analyses ne fut pas du temps perdu. Le 10 janvier 1991, les experts émirent la conclusion que l'ADN de George Russell était parfaitement identique à celui du sperme trouvé sur Mary Ann Polreich. En conséquence, il fut accusé de son meurtre. En se basant sur les analyses des cheveux, on l'accusa aussi des meurtres de Carol Beatty et Randy Levine. Les policiers croient que George Russell attirait les femmes dans ses filets en usant de son charme. Une fois qu'il les avait emmenées où il le voulait, il les attaquait sauvagement. George Waterfield Russell a été jugé coupable des 3 meurtres. On l'a condamné à 2 peines d'emprisonnement à vie, plus 28 ans. George était quelqu'un qui savait écouter. Pas parce qu'il avait de la compassion pour les gens, mais plutôt parce que c'était ainsi que les gens perdaient leur méfiance et qu'ils pouvaient ensuite faire d'eux ce qu'ils voulaient. J'ai passé 3 heures avec lui au pénitencier de Walla Walla. Et à mon avis, c'est le tueur le plus terrifiant qui n'ait jamais existé. Pourtant, nous avons passé 3 heures des plus agréables ensemble. Il était amical, il souriait et plaisantait. Le monstre qui se tapit sous ce masque, je crois que même George ne le connaît pas. George Russell aimait scandaliser. Cela faisait partie de sa façon d'agir meurtrière. Il dépensait considérablement d'énergie à modifier les scènes de crime pour arriver à son but. Très souvent, les indices les plus importants d'une affaire sont presque à portée de la main, à peine cachés sous la surface trompeuse des choses. Au nord de Détroit, au Michigan, se trouve la ville de Hazel Park. En 1999, cette ville de 7 km² où vivent 8000 familles fut le théâtre d'un horrible scandale. Au cours de l'après-midi du lundi 16 août, le standardiste du poste de police de Hazel Park reçut un appel désespéré. Un homme lui annonça que sa femme s'était tiré un coup de feu accidentellement. Quelques minutes plus tard, lorsque le policier dépêché arriva sur les lieux, Michael Fletcher, un avocat réputé de la ville, attendait devant la maison. Sa femme était à l'intérieur. Il avait pris son pouls et constaté qu'elle ne respirait plus. Il emmena le policier à leur chambre où Leanne, sa femme de 29 ans, gisait sur le sol. Conformément à la procédure, le policier empêcha Michael Fletcher d'entrer dans la pièce. On ne pouvait plus rien faire. Leanne Fletcher était morte à la suite d'un coup de feu à la tête. Dès qu'une victime meurt à la suite d'un coup de feu, les policiers doivent traiter l'affaire comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Des techniciens en scène de crime se mirent à la recherche d'indices en vue de reconstituer les événements. On trouva un pistolet de calibre 45 à quelques centimètres du corps de la victime.
Les policiers fouillèrent ensuite dans son sac à main en se disant qu'elle y avait peut-être laissé une lettre d'adieu. Ils ne trouvèrent qu'une carte de vœux de la part de son mari. Il lui exprimait sa joie après avoir appris qu'elle était enceinte. On prit le corps de Leanne Fletcher pour le faire autopsier. Pour les enquêteurs, les indices laissaient croire que cette jeune femme était morte des suites d'un accident tragique. Les policiers de Hazel Park, au Michigan, enquêtaient suite à la mort tragique de Leanne Fletcher, une femme enceinte de 29 ans. Le mari de la victime, Michael Fletcher, fut convoqué à un interrogatoire. Ce jeune avocat ne parvenait pas à croire que sa femme soit morte. Michael déclara à la police qu'après avoir laissé leur fillette de 3 ans au service de garde, Leanne et lui étaient allés au stand de tir. Il désirait lui apprendre à se servir d'une arme au cas où elle devrait se protéger, elle et leurs enfants. Au début, Leanne s'était montrée réticente à manipuler une arme. Mais selon Michael, elle avait fini par se sentir plus à l'aise et a tiré quelques coups de feu. Lorsque le couple rentra à la maison, Michael voulut aller faire sa toilette et changer de vêtements avant de partir travailler. Il demanda à Leanne de mettre des munitions dans le chargeur, puis de replacer l'arme dans l'étui qu'il gardait près du lit. L'instant d'après, il entendit un coup de feu. Il accourut dans la chambre où il trouva sa femme qui perdait beaucoup de sang. Il était pourtant certain d'avoir mis le verrou de sûreté avant de lui donner l'arme. Il avait oublié qu'il y avait encore une cartouche dans la chambre du pistolet. Conformément à la procédure, les enquêteurs recueillirent la chemise que portait Fletcher au moment de l'accident pour fin d'analyse. Même si la déposition de Michael Fletcher n'allait pas à l'encontre de la thèse du coup de feu accidentel, les enquêteurs devaient interroger tous les amis et les membres de la famille du couple. Lors de son interrogatoire, la mère de la victime était visiblement en colère. Elle déclara qu'elle n'avait jamais fait confiance à Michael Fletcher et qu'elle était persuadée que la mort de sa fille n'était pas un accident. Près de 6 mois plus tôt, Leanne s'était plainte à sa mère du fait qu'elle était malheureuse et qu'elle songeait à demander le divorce. Lorsqu'elle en avait parlé à son mari, il avait été furieux d'apprendre qu'elle avait déjà engagé un avocat pour la représenter. Peu de temps après, Michael tenta une réconciliation. Ses affaires étant maintenant devenues prospères, la mère de la victime croyait qu'il craignait de devoir payer une pension à sa femme. Cette information poussa les enquêteurs à examiner de plus près les circonstances entourant la mort de Leanne. Ils firent parvenir le pistolet de calibre 45 au laboratoire de balistique. Les experts avaient pour tâche de vérifier comment le coup de feu avait pu partir, d'autant plus que l'arme était dans des mains peu expérimentées. Ils ajoutèrent des poids à la détente et constatèrent que pour l'actionner, on devait y exercer une pression considérable. Il était plutôt bizarre que l'arme ait fonctionné d'elle-même. Mais même si c'était peu probable, la thèse de la mort accidentelle de cette jeune femme enceinte était encore dans les limites du vraisemblable.
Lors de l'autopsie, le médecin légiste L.J. Dragovich se mit à la recherche de traces de suicide. Il y avait de grosses taches de sang sur les mains de la victime, mais aucun résidu de poudre explosive ni de sang vaporisé, comme on en retrouve généralement lorsqu'on se blesse soi-même. Ce phénomène du sang vaporisé est produit par l'impact de la balle sur la peau et par la blessure qui s'ensuit. J'aurais dû retrouver ces fines gouttelettes de sang sur la main de la victime, mais ça n'a pas été le cas. En examinant la blessure, il remarqua que la taille et la forme des brûlures causées par la poudre à la tête de Leanne indiquaient que l'arme était à moins de 60 cm. Le projectile était entré à l'arrière et en haut de l'oreille droite de la victime. En se basant sur la trajectoire du projectile, Dragovich en conclut qu'il était pratiquement impossible que Leanne Fletcher puisse avoir tenu l'arme dans la position requise. Il était peu probable que la victime se soit contorsionnée à ce point pour s'infliger une telle blessure. De plus, elle aurait dû avoir un bras plus long que la normale. C'était physiquement impossible. Ces conclusions étaient lourdes de sens, mais ne prouvaient pas l'implication de Michael Fletcher. Malgré tout, la rumeur de sa culpabilité se mit à circuler au sein de la population. L'auteur Tom Henderson suivait l'affaire de près et mena sa propre enquête. Il savait par expérience qu'il lui serait difficile, à l'extérieur du groupe des enquêteurs, de parvenir à savoir ce qui s'était passé. Quand on est reporter, on s'habitue à sortir de sa zone de confort. On doit se convaincre d'aller frapper à ses portes pour parler à des gens qui n'ont nullement envie de vous parler. Je devais leur dire « Bonjour, je veux écrire un bouquin à propos de la tragédie qui a eu lieu dans votre famille. Voulez-vous coopérer ?» Mais peu à peu, Henderson réussit à gagner la confiance de l'entourage de la victime. Les amis intimes du couple ne ménagèrent pas le jeune avocat. En revanche, ils s'entendaient tous pour dire que Leanne était une mère dévouée et une personne admirable. Selon les personnes interrogées, Leanne était l'amie de tous. C'était très touchant d'interroger des amis ou des frères et sœurs qui tous me disaient « Leanne était ma meilleure amie ». On demanda à Michael Fletcher de se rendre au poste pour répondre à quelques questions. Il déclara qu'il n'avait rien à cacher et il accepta d'y aller, mais à condition d'être accompagné de son avocat. Il reconnut que son mariage fonctionnait mal, mais ajouta que depuis quelques mois, Leanne et lui s'étaient réconciliés. D'ailleurs, seulement 2 jours avant sa mort, Leanne avait invité toute la famille à un dîner spécial. Elle avait profité de l'occasion pour que sa fillette annonce à tous qu'un nouveau bébé arriverait bientôt. Michael était fou de joie. Il ne pouvait pas expliquer les événements entourant la mort de Leanne, mais il continuait à dire qu'il l'aimait toujours. Au cours des 4 ou 5 mois avant la mort, tous ont déclaré que le couple avait été plus heureux que jamais. Leanne avait confié à ses sœurs et à ses amis que Michael était enfin devenu l'homme qu'elle avait souhaité qu'il soit. Même si les conclusions du médecin légiste laissaient présumer qu'un meurtre avait été commis, les enquêteurs avaient du mal à étayer cette hypothèse. Ils se rendirent au stand de tir où Michael avait conduit Leanne dans la matinée précédant son décès. Le gérant se souvenait fort bien du couple. Selon lui, à aucun moment la victime n'avait utilisé l'arme à feu. Malgré l'insistance de son mari, elle refusait même de la tenir dans ses mains.
Cela contredisait la déposition de Michael Fletcher. Les enquêteurs émirent l'hypothèse que Michael avait peut-être organisé cette sortie au stand pour que sa femme ait des résidus de poudre sur les mains avant de la tuer. Si c'était son plan, il avait échoué. Pour ceux qui suivaient l'enquête à distance, la culpabilité de Michael Fletcher était tout sauf évidente. Aucune preuve matérielle ne démontrait qu'il avait assassiné sa femme. Et il n'y avait aucun mobile apparent. Michael Fletcher n'avait rien à gagner financièrement en la tuant, puisqu'elle n'avait aucune assurance vie. La maison était même à son nom à elle. D'ailleurs, ses parents ont fini par être responsables de sa vente. Sa famille à lui n'a jamais obtenu de profit, ni lui non plus. Il n'avait donc aucun gain financier en perspective. Les preuves obtenues par le médecin légiste avaient cependant assez de poids pour permettre aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition et fouiller la résidence du suspect. Cachés dans un de ses placards, ils trouvèrent plusieurs courriels, photographies et lettres d'amour. Ces lettres n'avaient rien à voir avec Leanne, la femme de Michael. Fletcher avait une liaison avec une autre femme. Et plus troublante encore, cette femme était une juge du district très respectée. La police de Hazel Park, au Michigan, croyait que la mort de Leanne Fletcher, une jeune femme de 29 ans, n'était pas accidentelle. En cherchant des indices pour inculper son mari, un avocat réputé de la région, les enquêteurs découvrirent qu'il avait une liaison avec une juge respectée du district. Ils interrogèrent la juge de 32 ans. En voyant les preuves, elle reconnut que Michael et elle avaient une liaison depuis environ 1 an. Elle ajouta qu'elle avait vu Michael pour la dernière fois la veille de la mort de Leanne. Il était venu chez elle, mais n'avait pas mentionné que sa femme était enceinte. De fait, il avait déclaré à sa maîtresse que Leanne et lui vivaient comme des étrangers sous le même toit et que l'unique raison pour laquelle il y était encore, c'était pour le bien de sa fillette. Son cœur n'appartenait qu'à sa maîtresse. Cette dernière, qui était également mariée, acceptait la situation, du moins temporairement. Mais elle avait posé une condition. Si jamais elle découvrait que Michael avait encore des relations sexuelles avec Leanne, elle mettrait irrévocablement un terme à leur relation. Le détective de la section des homicides, Thomas Clayman, venait enfin de trouver un mobile au crime. Quand Fletcher a su que sa femme était enceinte, il a dû avoir peur que sa maîtresse en déduise qu'il avait encore des relations sexuelles avec Leanne et qu'elle le quitte. Les détectives apprirent que Fletcher avait encore plus à perdre de cette rupture. Dans sa déposition à la police, la juge reconnut avoir aidé Fletcher à gravir les échelons après qu'ils aient commencé à se fréquenter. Elle l'avait nommé avocat de la cour dans des dizaines de causes, en fait plus que tout autre avocat de la région. L'ambitieux avocat avait ainsi touché plusieurs milliers de dollars de plus. Pour l'auteur d'histoires de crime, Tom Anderson, cette histoire était aussi fascinante que tragique. Cette affaire combinait les meilleurs ingrédients, ceux qu'on ne retrouve que dans un film. En vedette, le jeune et bel avocat, la douce femme intelligente et la jolie maîtresse qui joue le rôle du juge dans ce triangle amoureux classique. On se retrouvait ensuite avec le cadavre d'une femme gisant au sol. Ça ne pouvait qu'attirer l'attention de tout le monde. Les policiers croyaient avoir trouvé le mobile du crime, mais ils s'acharnaient encore à découvrir des preuves matérielles qui démontreraient irréfutablement que Michael Fletcher
était un meurtrier au sang-froid. Il restait encore un élément à analyser, la chemise que portait Fletcher lors du meurtre. Après avoir relu sa déposition, le détective Clayman en vint à se dire que cette chemise contenait peut-être la preuve de la culpabilité du jeune avocat. Il a déclaré qu'il ne se trouvait pas dans la pièce quand le coup est parti. L'équipe du procureur désirait que nous cherchions des taches et des gouttelettes de sang pulvérisées sur le vêtement. À l'œil nu, il avait l'air impeccable. Nous l'avons alors envoyé au laboratoire judiciaire du Michigan. Sous la loupe, l'examinateur David Woodford ne trouva d'abord aucune trace de sang. Puis, sur la manchette droite, il remarqua de minuscules points. Pour en identifier la composition, Woodford mit la chemise sous un stéréoscope. Grâce à la puissante lentille, il n'eut aucun mal à reconnaître le sang humain. La dispersion des taches de sang sur le vêtement concordait tout à fait avec le mode de dispersion que produit une blessure faite à haute vélocité par une arme à feu. Cette preuve contredisait les déclarations de Michael Fletcher qui avait affirmé ne pas être présent dans la pièce lorsque sa femme avait reçu le coup de feu. Mais plus important encore, le sang sur la manchette démontrait qu'il se trouvait à moins de 60 cm de la victime au moment de la déflagration. Les enquêteurs détenaient enfin assez d'indices pour arrêter Michael Fletcher. Il était plus que temps. Lorsque les policiers arrivèrent chez lui, le suspect se préparait à quitter définitivement les lieux. Michael Fletcher fut mis en état d'arrestation et accusé du meurtre de sa femme. L'argumentation du procureur était fondée sur le fait que Fletcher avait orchestré, planifié cet homicide pendant des mois avant de passer à l'acte. Il a été faussement bienveillant avec elle, il a fait semblant de la reconquérir. De plus, il lui a donné une carte de souhait le matin même, pas parce qu'il l'aimait, mais bien parce qu'il se construisait un alibi. Il l'a emmenée au stand de tir parce qu'il voulait qu'on retrouve des résidus de poudre sur ses mains à elle. L'affaire n'était pas encore terminée. Le 19 août, jour des funérailles de Leanne, l'avocat de Michael Fletcher a obtenu le droit de faire pratiquer une deuxième autopsie par un médecin légiste réputé. Cela ne l'a guère aidé puisque la victime avait été nettoyée soigneusement, embaumée et qu'on avait reconstitué son crâne. Mais en se basant sur son expérience, l'emplacement de même que la taille de la blessure, le médecin légiste a affirmé que la victime avait vraisemblablement pu s'infliger elle-même la blessure. C'est Dragovich qui a pratiqué la première autopsie et ses conclusions étaient sans équivoque. Il s'agissait d'un meurtre. Ce n'était ni un accident ni un suicide. La défense a alors fait appel à un autre médecin légiste. Ses résultats n'ont pas été concluants. C'est une stratégie fréquente pour la défense. Ainsi, on semet le doute dans l'esprit des jurés. Mais heureusement, ces nouvelles conclusions n'eurent aucun effet négatif. Tout porte à croire que lorsque Michael Fletcher a appris que sa femme était enceinte, il a réalisé que c'en était fini de sa relation avec sa maîtresse. Il avait trop à perdre pour laisser aller le cours des événements. Après être rentré du stand de tir, le jeune avocat a profité de l'occasion qui s'offrait à lui. Michael Fletcher a été jugé coupable de meurtre au second degré et condamné à la prison à vie. Commettre un meurtre constitue sans doute le geste le plus insensé et le plus tragique. Mais, étrangement, c'est aussi le plus fascinant. Les auteurs spécialisés dans ces cas ne peuvent s'empêcher d'écrire ces histoires que dévorent les lecteurs avides de sensations fortes.
Même si la criminalistique n'expliquera jamais ce qui pousse quelqu'un à tuer, elle nous donne au moins la satisfaction de faire juger les coupables.